Bonjour tout le monde, je m'appelle Margarita Pintin-Perez et je suis membre de l'équipe de leadership du Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants de l'Université Western. Au nom du Centre de connaissances et du Learning Network, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Soutenir le secteur, changement systémique pour assurer le bien-être des intervenants en violence fondée sur le genre. Je veux commencer par une reconnaissance territoriale. Nous reconnaissons que nous apprenons, prenons la parole et organisons cet événement virtuel sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabeg, Haudenosaunee, Lunapawek et Chongtong. Ces terres sont liées au traité du canton de London et de son bras de 1796, ainsi qu'au pacte de la ceinture wampum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Aujourd'hui, cette terre continue d'abriter de nombreux peuples autochtones de l'île de la Tortue. Nous respectons profondément les premiers habitants de ce territoire et reconnaissons que la reconnaissance des terres et la souveraineté autochtone s'accompagnent de la responsabilité de comprendre l'histoire et les répercussions continues du colonialisme colonisateur. Ces répercussions continuent d'être ressenties de façon disproportionnée et quotidienne par les communautés autochtones. Nous pensons aussi à ceux et celles qui sont venus sur ce territoire involontairement, en particulier aux personnes qui y ont été amenées à cause de la traite transatlantique des esclaves et de l'esclavage. Comme notre travail est axé sur la mobilisation des connaissances pour mettre fin au spectre de la violence fondée sur le sexe, nous reconnaissons également qu'aujourd'hui, ces nations font face à des formes disproportionnées de violence fondée sur le sexe et à une crise des femmes et filles autochtones disparues et assassinées et des personnes des 2 ELGBTQIA+. Nous reconnaissons la responsabilité de notre travail d'être informés de l'empreinte coloniale et des torts qui façonnent les expériences de violence fondée sur le sexe dans les communautés autochtones. Nous nous engageons à poursuivre notre travail d'une façon qui respecte le mieux la solidarité avec les survivants autochtones et ceux qui les soutiennent. Alors maintenant, je vous présente les présentatrices d'aujourd'hui. Premièrement, Jen Gorham. Elle est la directrice des opérations auprès de l'organisme Violence sexuelle Nouveau-Brunswick où elle travaille depuis 2006. Elle a commencé sa carrière. Elle est présentement la coordonnatrice et elle s'occupe des projets nationaux pour les traumatismes en milieu de travail. Chris Mackey détient un doctorat en sociologie. Ses domaines de recherche comprennent les mouvements féministes, l'organisation collective autour de la violence fondée sur le sexe, la pauvreté, les inégalités sociales, ainsi que des études de surveillance critique. En 2021, Chris a publié son premier livre intitulé Inadmissible, mère célibataire sous la surveillance de l'aide sociale chez Fernwood Publishing. En dehors du milieu universitaire, Chris a travaillé à la direction de la recherche et des politiques chez Hébergement Femmes Canada, un réseau national sans but lucratif de maisons d'hébergement pour femmes ayant subi de la violence conjugale. Samantha Fernandez travaille dans le domaine de la violence fondée sur le sexe depuis plus de 16 ans et elle possède de l'expérience en milieu communautaire, tant aux premières lignes qu'au niveau de la gestion. Au cours de cette période, elle a acquis une expérience précieuse dans la mobilisation intersectorielle des partenaires et des approches tenant compte des traumatismes, ainsi que de la conception, de l'élaboration, de la conception et de l'évaluation de programmes. Au cours des dernières années, Samantha dirige le projet Bâtir des soutiens pour le personnel du domaine de la violence fondée sur le genre à l'Association canadienne pour mettre fin à la violence. Vous trouverez leur biographie complète en cliquant sur le lien dans le clavardage. Alors, bienvenue à nos présentatrices. Nous allons premièrement commencer par les présentations, puis nous passerons à la séance de questions et réponses. Merci. Merci tout le monde. Merci de nous avoir invités à participer à votre webinaire. Je suis heureuse de me joindre de la Confédération Wabanaki. Le lien qui a été partagé avec les ressources qui ont été élaborées par Violence sexuelle Nouveau-Brunswick, cela découle d'un projet qui a été fondé par le Nouveau-Brunswick pour développer des meilleures pratiques et les transformer en pratiques exemplaires. Alors, je veux vous donner un peu d'informations, un peu de coordonnées, parce que nous avons quelques difficultés avec notre SharePoint. Alors, si le lien qu'on vous a fourni ne fonctionne pas, veuillez me contacter directement. Je serai heureuse de vous faire part de toutes les ressources dont je vais parler et bien sûr du guide. Alors, il y a environ 12 ans, mon partenaire, Matt, et moi étions ensemble un vendredi après-midi. Nous étions en train de faire un débriefage de notre semaine. Matt m'a donné un verre de vin et m'a demandé comment ça allait. Et on ne s'est pas rendu compte qu'en ce moment, cette question allait servir de catalyseur pour le parcours de notre organisme vers le soutien collectif.
parce que j'ai commencé à pleurer d'une façon où tous les liquides essayaient de sortir de mon corps par mes yeux. C'était vraiment quelque chose de traumatisant. Ensuite, je me suis calmée, je me suis reposée, j'ai pris quelques jours de congé et j'ai rencontré ma directrice générale et certaines de mes collègues et nous avons une conversation très intense. Parce que bien que j'aime bien travailler à la violence sexuelle au Nouveau-Brunswick et que j'adore le travail que je fais, je savais que ce qui se passait chez moi, cette expérience de me sentir débordée, ce n'était pas quelque chose de durable, de soutenable. Alors, à l'époque, cette discussion a donné lieu à plusieurs réactions, certaines immédiates, certaines un peu à court terme. Il y a des changements qui se sont faits cette journée-là et d'autres sont devenus une partie de notre pratique quotidienne ici à l'organisme. Alors, la définition à la diapo que vous voyez est vraiment devenue le fondement de la façon dont nous abordons cette expérience ou cette pratique de soins collectifs, de soutien collectif. Ici, on parle du fait que les autosoins sont nécessaires, mais que c'est une réponse très limitée aux impacts du travail qui est exposé au traumatisme. Vous pouvez prendre soin de vous-même, vous pouvez faire de l'exercice, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez manger des aliments nutritifs, vous pouvez consulter votre médecin, toutes les choses qui figurent sur la liste d'auto-soins. Mais au final, vous pouvez faire tout le yoga au monde, mais cela ne mettra pas fin à la violence systémique, surtout à la violence fondée sur le genre, surtout dans mon univers. On ne peut pas appliquer des solutions individuelles aux conséquences de la violence systémique. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter certains des faits saillants de ce que nous avons appris dans l'organisme au cours des 12 dernières années et surtout au cours des 5 dernières années, alors que nous avons participé à ce projet national. Alors, dans notre organisme et dans d'autres organismes avec lesquels nous avons travaillé, ainsi que dans la recherche au moyen du projet, nous avons constaté qu'en tant qu'organisme, nous nous engageons à fournir des soins tenant compte des traumatismes. Nous allons respecter les principes, c'est-à-dire l'autonomisation, le soutien, la sécurité, le choix. Mais tout cela néglige le besoin de vraiment s'occuper de l'exposition au traumatisme que subissent les intervenants. Alors, les principes des soins tenant compte des traumatismes ne sont pas intégrés dans un organisme, dans les politiques, dans les procédures, dans la culture et dans la livraison des services. Et ce qui arrive, c'est que souvent, le personnel, les bénévoles ou d'autres au sein de l'organisme travaillent dans des milieux de travail qui n'atténuent pas les préjudices ou les impacts du travail tenant compte des traumatismes. Et dans le pire des cas, ces organismes perpétuent les préjudices. Alors, voici un modèle intéressant que nous avons trouvé dans une formation avec l'Académie Tenda, qui est située en Ontario. Et la docteure Patricia Fisher était l'une des membres fondatrices de l'Académie. Depuis, elle a pris sa retraite. J'ai suivi une formation avec elle qui s'appelait La santé organisationnelle dans les milieux exposés au traumatisme. Et la docteure Fisher a présenté ce diagramme. À la gauche, on peut voir le stress lié au travail, c'est-à-dire le stress professionnel, l'épuisement professionnel, la culture organisationnelle toxique, le harcèlement, le traquage, le manque de diversité, le manque d'inclusion, les choses qui se passent dans les coulisses, vous savez, les gens qui parlent dans votre dos, etc., culture toxique. Alors, ceci pourrait représenter n'importe quel niveau de travail. Mais à la droite, ici, on a cette couche supplémentaire qui est le stress au travail exposé au traumatisme. Alors, là où les intervenants et intervenantes sont exposés au traumatisme, on peut avoir des traumatismes directs, c'est-à-dire les services policiers, les paramédics, les personnes qui travaillent dans le domaine médical, qui voient les traumatismes qui se déroulent devant eux, mais qui ne le subissent pas nécessairement. Ensuite, il y a les traumas indirects, les traumatismes indirects, c'est-à-dire entendre les divulgations, travailler de façon thérapeutique, gérer une ligne d'appel, etc. Alors, la docteure Fisher indique qu'il y a cette couche supplémentaire de stress en raison de l'exposition au traumatisme
mais que ce stress traumatique en milieu de travail peut être amplifié. Alors, cette expérience de stress en milieu de travail peut être amplifiée ou il peut être plus facile de subir un épuisement professionnel, entre autres. Alors, il s'agit d'une ressource fondamentale qui nous a permis de comprendre l'expérience unique de notre travail ici à VSNB, mais à mesure que nous avons fait plus de formations dans d'autres communautés, nous avons pu expliquer aux organismes dans les communautés qui sont peut-être aux prises avec certaines choses que c'est logique ce que vous êtes en train de dire parce qu'il y a un impact sur les travailleurs et travailleuses en raison du modèle de stress complexe. Alors, pendant notre parcours, nous avons passé du temps à développer un modèle de soutien collectif. Ce modèle s'inspire d'un article rédigé par Susan Snook et Barry Coleman de 2013 dans le journal LA Times. Susan Silk, qui est psychologue clinique, a développé la théorie des anneaux afin d'appuyer une personne qui est en situation de crise ou qui souffre. Alors, au cœur de ces anneaux, il y a la personne en situation de crise. Ensuite, il y a d'autres anneaux qui entourent la personne. Alors, l'anneau le plus près d'elle serait les personnes qui sont proches d'elle, c'est-à-dire un partenaire, des parents, des enfants. Ensuite, lorsqu'on se déplace dans les anneaux qui s'éloignent du noyau, eh bien, on s'éloigne de la personne qui est en situation de crise. Selon la théorie de Susan, on devrait uniquement offrir un soutien dans les hauts anneaux qui sont plus près de la personne en crise et où l'on peut partager les sentiments et on peut partager nos sentiments de bouleversement ou de colère avec les gens qui sont dans les parties extérieures de ces anneaux. De cette façon, les proches de la personne reçoivent du soutien et non du stress additionnel. Alors, j'ai lu cet article, j'ai vu ce modèle et je me suis dit, c'est quelque chose que l'on pourrait adapter pour un cadre de modèle de soins, pour nous aider à nous orienter afin d'appuyer les dynamiques de soutien dans un organisme exposé au traumatisme. Alors, pour la VSNB, la personne au cœur de nos soins, ce sont les survivantes de violences fondées sur le sexe. Au prochain niveau, il y a le personnel et les bénévoles. Ce sont les personnes qui sont aux premières lignes, qui travaillent directement avec les personnes ayant subi des violences. Ensuite, au prochain niveau, il y a les gestionnaires, les superviseurs, les gestionnaires, les directeurs généraux. Alors, c'est là où je me trouve. Je ne travaille plus aux premières lignes avec les survivantes de violences, mais mon travail, c'est d'appuyer les gens qui le sont, qui appuient ces personnes. Alors, nous avons un conseil d'administration, un comité opérationnel, dont le rôle est d'appuyer l'organisme ainsi que les gestionnaires et les superviseurs. Et dans ce modèle, j'ai aussi inclus les bailleurs de fonds parce que le financement peut déterminer l'orientation d'un organisme, ses points de focalisation. Et enfin, il y a la communauté qui est responsable ou qui sous-tend le financement. Nous avons aussi passé du temps à déterminer nos propres principes de soutien collectif. Nous voulions que ces principes reflètent des principes tenant compte des traumatismes, mais ils comportaient aussi des caractéristiques qui nous étaient propres comme organisme. Alors, nous mettons l'accent sur la sensibilisation transformatrice. Les organismes sont capables de changer. Alors, nous essayons d'établir la confiance et la sécurité avec la communauté, mais aussi avec tous les anneaux pour que les gens puissent continuer à faire leur travail et à le faire en santé. Nous valorisons le soutien. Nous donnons aux gens des choix. Nous passons beaucoup de temps sur cette composante. On a pensé à l'espoir. Et l'espoir, ça semble un peu aspirationnel. Alors, j'espère que les choses vont s'améliorer. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous pencher sur le soutien, parce on ne sait pas nécessairement comment opérationnaliser l'espoir, mais les gens peuvent ressentir de l'espoir lorsqu'il y a un soutien. Alors, nous avons décidé d'utiliser soutien. Ensuite, collaboration, le fait de reconnaître les forces et de travailler ensemble au sein des communautés, bien sûr, mais aussi dans les différents anneaux de l'organisme et savoir comment collaborer au niveau de tous les anneaux pour faire en sorte que la culture, les politiques et les procédures sont en train de répondre aux besoins de nos clientes, mais aussi de notre personnel.
Enfin, responsabilisation. Le fait de faire preuve d'empathie, d'avoir des réponses qui sont réfléchies, bienveillantes. Parfois, c'est difficile. On ne veut pas nécessairement dire à quelqu'un qu'il a fait quelque chose de mal, mais plutôt l'accompagner. Et nous, en tant qu'organisme, si nous avons causé des préjudices à l'interne ou à l'externe, on veut pouvoir en être responsable. Et en dernier, il y a l'intersectionnalité. Au sein de notre propre équipe ici à la VSNB, nous avons des privilèges et des oppressions qui connaissent une certaine intersection. Et il faut comprendre comment ceux-ci peuvent avoir un impact sur notre capacité à faire le travail, à ressentir du bien-être pendant qu'on fait ce travail, à connaître les traumatismes qu'on essaie de soutenir et la façon dont ces traumatismes se présentent dans notre propre corps. Ces principes nous orientent et orientent les relations entre les anneaux et à l'intérieur des anneaux. Et quand on a l'impression de s'écarter de ces principes ou que l'organisme est en situation de crise ou qu'il y a quelque chose qui cloche, on revient à ces principes et on se demande, est-ce qu'on est en train de respecter ces principes? Et enfin, pour conclure, je voulais vous parler d'un atelier que l'on mène. C'est un atelier d'une journée qui porte sur tout ce contenu. Et souvent, les organismes qui nous ont contractés pour donner cet atelier nous demandent par où commencer. C'est difficile parce qu'on ne voulait pas nécessairement donner une liste de choses à cocher et que les gens pensent qu'il faut commencer au point numéro 1 et se déplacer de façon linéaire dans la liste. C'est une pratique, nous l'effectuons tous les jours, mais voici les domaines que nous avons traités et où nous avons réussi. Alors, le fait d'avoir une équipe de champions, on espère que ce sera plus qu'une personne. Le fait d'avoir une personne ou plutôt une équipe qui pourra se concentrer euh, pour examiner la façon dont l'organisme s'occupe des soins collectifs, comment l'organisme s'occupe de son personnel et des personnes qui s'y trouvent, une compréhension des traumatismes, l'exposition au traumatisme, ses impacts et ses obstacles structurels au soutien. Les gens qui sont au cœur de nos soins, qui accèdent à nos services et à nos soutiens sont importants, c'est sûr, mais aussi au sein de l'organisme, c'est important. Les individus qui ont le pouvoir au sein de l'organisme devraient comprendre ce qu'il en est, devraient comprendre les traumatismes, l'impact du travail exposé aux traumatismes et devraient comprendre qu'il y a des personnes au sein de l'organisme qui n'ont peut-être pas le même accès ou encore les mêmes soutiens à l'extérieur du milieu de travail. Et il faut comprendre à quel point c'est important et que ça soit compris à tous les niveaux de l'organisme. Ensuite, un engagement à tenir compte des principes, tenant compte des traumatismes du haut jusqu'au bas. Ensuite, il y a des engagements de temps et de ressources. Il faut que des gens s'y engagent. Il faut que l'on reconnaisse qu'une personne qui est responsable comme championne ou qu'une équipe championne devra avoir du temps et des ressources financières pour bien faire ce travail. Ensuite, développer l'empathie et la compassion. Il est difficile parfois lorsque des gens au sein de notre équipe nous disent qu'ils ne se sentent pas bien, qu'ils sont vulnérables. Et parfois, on ressent que c'est un jugement de l'organisme. Alors, il faut faire preuve d'empathie et de compassion et d'être prêt à accepter ces sentiments de vulnérabilité. Moi, je l'ai ressenti très intensément lorsqu'il y a des gens au sein de mon équipe qui sont venus me voir et m'ont dit, ah, je me sens mal. Et moi, je me suis dit, OK, comment améliorer les choses ici à la VSBN? On veut rester curieux, sans faire preuve de jugement. Vraiment se demander comment est-ce qu'on pourrait faire les choses différemment, qu'est-ce qu'on pourrait changer, comment aborder les questions différemment. Et enfin, adopter une approche intersectionnelle du soin collectif, du soutien collectif. Alors, cette reconnaissance qu'on vient de différents endroits, qu'il pourrait y avoir différents obstacles auxquels les personnes sont confrontées. Alors maintenant, je m'arrête ici et je cède la parole à Chris. Super, merci Jen. C'est super de vous entendre présenter ces résultats de façon claire et accessible. Et vraiment, cela fait écho au constat que nous avons trouvé lors de notre étude sur l'exode des cerveaux féministes. Alors, bonjour tout le monde.
Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici. J'ai de magnifiques co-présentatrices et je suis heureuse de voir toutes ces personnes qui sont ici pour nous écouter. Alors, nous vous remercions d'être ici pour participer à la conversation. Je vais aussi remercier les organisatrices Annalie et Margarita qui ont organisé cet événement et à tout le personnel qui se trouve dans les coulisses et qu'on a rencontré avant l'événement. Je vais aussi remercier les interprètes qui font un excellent travail. Je vais faire de mon mieux pour parler lentement. C'est difficile pour moi. Alors, merci de votre patience. Alors, pour commencer, je vais vous donner un peu de contexte sur la façon dont je me suis retrouvée dans ce travail. Je travaille dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes en tant que chercheuse, survivante, activiste, membre du conseil d'administration, et ce depuis presque 2 décennies. Pendant ce temps, j'ai eu le privilège de travailler avec des travailleurs de lutte contre la violence fondée sur le sexe à tous les niveaux. Et en plus de ces antécédents en violence fondée sur le genre, j'ai été organisatrice pour un syndicat de fonctionnaires pendant plusieurs années, ce qui m'a donné une bonne perspective sur la raison pour laquelle les travailleurs se réunissent pour s'organiser et former un syndicat. Et j'ai aussi découvert des stratégies de plaidoyer pour de meilleures conditions de travail et de pratiques prometteuses pour créer un personnel qui est sain. Alors, lorsqu'on parle de l'étude sur l'exode des cerveaux féministes, alors que je travaillais pour Hébergement Canada, qui est un réseau de maisons d'hébergement, eh bien, j'ai eu le privilège de mener les recherches communautaires, de rendre visite aux travailleurs et autres partout dans le pays. Je n'ai pas la même expérience de service direct que les autres, mais j'ai beaucoup d'expérience à entendre les propos des travailleurs et travailleuses. J'ai écouté, j'ai appris, j'ai fait de la place et j'ai essayé de comprendre ce que ça signifie que de faire ce travail essentiel dans un contexte sociopolitique et économique difficile, où il y a des menaces constantes, il y a des exigences de plus en plus poussées sur les intervenantes, comme on a vu pendant la pandémie, et où les intervenantes doivent équilibrer leur désir d'activisme, de travail de prévention et de travail fondé sur le sexe, tout en offrant des services qui peuvent sauver des vies. Cette tension, elle est réelle, je l'ai comprise. Alors, au début de la pandémie, nos associations provinciales et territoriales partout au pays nous ont dit qu'il y a cette crise de ressources humaines. Elle est émergente et ça ne se passe pas seulement au niveau des premières lignes, mais aussi au niveau du leadership. Alors, nos intervenants talentueuses quittaient le milieu pour plusieurs raisons, mais une qui revenait, c'était, et ce de façon anecdotique, c'était dû à l'épuisement professionnel. Et c'est là où on a décidé de mener cette étude sur l'exode des cerveaux féministes afin d'aborder la crise dans notre secteur. Alors, qu'avons-nous fait? Notre méthodologie a porté sur un conseil consultatif d'experts qui travaillaient sur le terrain. Nous avons développé une étude à méthode mixte avec 2 composantes, dont l'une était en partenariat avec le Centre de recherche sur la victimologie au Collège Algonquin. Nous avons collaboré à une enquête nationale sur la résilience et le bien-être des travailleurs et travailleuses. Bien sûr, cela a compris un sous-ensemble de données concernant les maisons d'hébergement pour femmes. Le sondage a été rempli par environ 214 travailleuses de maisons d'hébergement de partout au pays. La deuxième composante de la recherche a compris à l'été 2022 5 groupes de discussion nationale avec les travailleurs de première ligne, les superviseurs, d'anciens travailleurs, ainsi que des associations provinciales et territoriales. Nous avons parlé à environ 45 personnes en tout. Il y a eu une troisième composante. Bien que ce ne soit pas une forme de collecte de données, c'était basé sur les mesures à prendre. Et nous avons organisé un symposium national où nous avons regroupé des travailleurs et travailleuses de partout au pays pour discuter des résultats préliminaires et des constatations, de parler des mesures à prendre pour aller de l'avant et de vraiment bâtir un élan collectif après quelques années d'isolement en raison de la pandémie.
Qu'avons-nous appris? Alors, si vous travaillez dans le secteur, ces constatations ne vous surprendront pas. Je vais résumer brièvement certaines des constatations clés et je vous encouragerai à en trouver davantage dans notre rapport qui sera partagé après le webinaire. Ce qui est intéressant, j'ai trouvé que quand Jen parlait, c'est qu'il y a un chevauchement dans ces modèles de soins, de soutien collectif développés par Jen. Alors, c'est intéressant de voir que la recherche et l'application pratique peuvent se manifester ensemble. Alors, je voulais parler de certains des constats que vous voyez dans ce diagramme visuel qui a été créé par Alina de Terres, qui résume certains des constats appelés découlant d'une présentation qu'on a faite avec le ministère du Canada en mars 2023. Après avoir analysé les données recueillies de nos sondages et de nos groupes de discussion, nous avons trouvé qu'il y avait certaines tendances dans le secteur qui fournissaient des preuves sur la raison de départ de personnes. Plusieurs indiquaient qu'il y avait un manque de financement adéquat et durable, et cela donnait lieu à un manque de soutien pour les travailleurs et travailleuses. Et cela augmentait, et cela pouvait dépendre aussi de la complexité des besoins, du fait que les salaires ne respectaient pas l'inflation. Un tiers des répondants ont indiqué qu'ils avaient un emploi supplémentaire afin de compléter leurs revenus. 28 ont indiqué qu'ils voulaient travailler leur poste actuel ou le secteur complètement. Et certaines personnes quittaient leur poste afin de trouver un meilleur poste mieux rémunéré. C'est là où on a vu cet exode. On a toutes sortes de postes, mais en gros, on est en train de former les gens pour qu'ils nous quittent et passent au secteur public. Il y a aussi une tendance concernant des enjeux liés à la santé et à la sécurité en milieu de travail qui préoccupent les gestionnaires et les travailleurs de première ligne. On a appris que ça ne découle pas seulement du travail, mais aussi de l'environnement et du milieu de travail, de la culture. Il y a des gens qui sont exposés à la violence, à des microagressions, surtout les travailleurs et travailleuses racialisés. Il y a une culture de travail toxique et environ 47 du personnel ont indiqué que leur santé mentale avait décliné pendant la pandémie. Alors, ces lacunes et ces défis ont fait en sorte que les travailleux ne se sentaient pas appréciés, pas valorisés et pas soutenus. Cela a mené à un épuisement professionnel, à se sentir débordé et au stress. Et malgré ces défis très réels qui se passaient partout dans le secteur et partout dans le pays, les travailleuses étaient quand même passionnées et elles s'engageaient à mettre fin à la violence fondée sur le genre. L'étude a exploré le concept de résilience vicariante et la façon dont le personnel apprend et croit dans son travail et la façon dont le personnel a pu bâtir sa propre résilience et son espoir. Nous avons aussi constaté que les organisations trouvent des manières créatives de maintenir les services, de maintenir leur personnel avec des politiques et des pratiques de travail permettant au personnel de se sentir en sécurité, connecté, entendu, apprécié, valorisé. Lorsque le personnel, évidemment, est valorisé de cette façon et soutenu de cette façon, il est plus probable qu'on maintienne le personnel en place. Alors, avec ces quelques fondements, laissez-moi vous parler de différentes tactiques pour contrer la fatigue, la lassitude. Et lorsqu'on pense aux facteurs structuraux des modèles de financement, de soutien, cela nous permet de prendre du recul par rapport aux problèmes individuels des organisations des travailleurs et travailleuses. C'est plus important que ça, c'est plus vaste. C'est un travail important et difficile, c'est vrai, mais souvent, en plus d'être mal payé, il y a de l'épuisement professionnel, les intervenants
quittent en raison des cultures en milieu de travail et des problèmes systémiques et structuraux, comme on vient de mentionner. Les travailleuses et travailleurs sont aussi au courant des enjeux systémiques qui touchent le système. Lorsque nous devons faire de l'intervention pour assurer la viabilité des programmes de travail, euh, nous devons défendre notre salaire et celui de notre personnel également. Ce que j'ai mentionné dans ces études et les études de EVA Canada, c'est que on donc parle ouvertement des problèmes et des solutions potentielles. Il y a ces griefs collectifs, ils semblent de plus en plus présents, visant à permettre au personnel d'être maintenu et de s'épanouir et d'avoir un équilibre travail-famille, d'avoir des soutiens professionnels, des soutiens de toutes sortes. Cela nous a amené à considérer les solutions systémiques à des problèmes systémiques. Le travail qu'on a fait quant au plan d'action sur la violence genrée, cela a mener les experts et les dirigeants du milieu à chercher des solutions transformatives orientées vers l'action et systémique. Cependant, lorsqu'on crée ces recommandations et ces tactiques, ces stratégies, on est ignoré par les bailleurs de fonds qui avaient demandé eux-mêmes d'abord en premier lieu ces études. Les changements transformatifs qui doivent être appliqués à tous les niveaux, depuis l'individuel, où l'on, par exemple, place des limites au travail, à des environnements ouverts à l'appui, jusqu'aux organisateurs qui coordonnent des changements même systémiques et structuraux. Cela veut dire intervenir et contrer les pratiques les pratiques oppressives que l'on connaît, ce qui mène parfois à perdre même notre financement. Et donc, ce que ce qui me préoccupe, c'est le fait que la construction de mouvements fait partie de ce travail. Nous venons d'un milieu de militants, de volontaires, de bénévoles, de résistants finalement, et qui en eux ont une joie, et la joie qui peut être collective nous permet d'honorer ces travailleurs, ces intervenants anti-violence. Et ce travail est souvent invisible, inconnu, non apprécié, et au niveau des bailleurs de fonds au pays, n'est même pas reconnu comme étant un travail essentiel ou l'expertise des intervenantes n'est même pas respectée comme étant un savoir précis et spécialisé. Et cependant, plusieurs organismes et réseaux pan-canadiens reconnaissent ce travail et ce secteur. Cela ne vise pas évidemment tous les aspects systémiques, mais cela permet de construire du pouvoir, un élan pour mettre de l'avant ces changements systémiques ensemble. YWCA Canada a lancé, par exemple, un réseau anti-violence du personnel qui permet de lier les gens, de créer des ponts entre les intervenants et intervenantes anti-violence. Et à Ottawa, il y a un réseau qui permet donc de soutenir les travailleurs et les travailleuses de première ligne, le personnel qui travaille dans des organisations qui peuvent profiter de ce soutien, y compris le Learning Network où nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà un autre réseau qui permet de faire bouger les choses. Cet espace est important pour nous maintenant, étant donné le climat polarisant que l'on vit en ce moment. Voici des exemples de manières pratiques de pouvoir faire bouger les choses ensemble et de façon à avoir plus d'élan et être plus percutant. Lorsque l'on pense donc
Donc, aux raisons, aux soins collectifs, au soutien collectif, peut-être que ça pourrait te sembler abstrait, inatteignable, non lié au travail de service de tous les jours qui se fait dans ces organismes, mais en fait, ce soutien collectif a lieu et les travailleurs, les travailleuses, le personnel et les dirigeants, les directions pensent ensemble à comment on peut mobiliser les choses et faire changer la direction, l'orientation. J'ai entendu plusieurs exemples de personnes qui questionnent leurs relations donc à leur milieu de travail quant à ce qu'ils ou elles font. Et on a pensé donc aussi, on a réfléchi à ces pratiques au niveau des directions, des organisations. Les travailleurs, le personnel s'organisent et donc se syndicalisent dans certains endroits. Également, pour améliorer les conditions de travail. Et on sait aussi qu'il y a des associations provinciales territoriales qui créent ces espaces signifiants pour avoir un dialogue et aussi pouvoir perturber un peu et brasser la cage. Il y a des panels qui ont été créés qui réunissent des gens dans le secteur sans but lucratif qui veulent bâtir et construire donc le secteur et le mouvement. Cela parfois réunit du personnel de différents secteurs de travail social à cette fin, donc avec une optique donc évidemment de VFG. Il y a aussi plusieurs organismes, par exemple comme Eve Canada, qui mènent des recherches pour comprendre des enjeux donc qui touchent le personnel dans ce milieu, mais aussi qui veut développer des structures pour soutenir non seulement le personnel de première ligne, mais aussi les directions. Lorsqu'on a ces conversations pan-canadiennes par les données donc qualitatives comme quantitatives, nous savons que nous sommes davantage que des agences de service, malgré les efforts de certains pans de la société pour nous effacer. Nous sommes des bénévoles, des résistants, des militants et militantes, et nous méritons le financement gouvernemental pour appuyer nos services de soutien. Et le moment est venu de nous poser des questions importantes à titre de secteur. Comment pouvoir créer donc ce milieu solide et vibrant que l'on sait pouvoir atteindre? Qu'est-ce que cela va prendre pour faire changer d'optique les décideurs politiques? Qu'est-ce que ça va prendre pour de l'interne, donc, pouvoir changer les choses pour corriger le tir lorsqu'il le faut dans les divers organismes, toute notre géographie et nos espaces et comment prendre soin l'une de l'autre, l'un de l'autre dans ces espaces. Cela nous amène à imaginer quelque chose de différent et de le construire avec le personnel et pour le personnel, par le personnel, afin de pouvoir donc nous défaire de ces obstacles structuraux dont on a parlé, moi et Jen, et pouvoir donc améliorer nos conditions dans l'ensemble donc du secteur. Et maintenant, là-dessus, je cède la parole à la prochaine intervenante. Sorry, I just realized I was muted. Je m'excuse, mon micro n'était pas activé. Merci beaucoup. Alors, voilà, je passe à la prochaine diapo. Je suis ravie d'être ici pour vous parler du soutien qu'on peut apporter au secteur et des changements systémiques que l'on peut mener de front. Je suis en Ontario,
donc dans la région de Mississauga de la rivière Credit, et je travaille avec l'Association canadienne pour mettre fin à la violence. Et laissez-moi vous parler un peu de qui nous sommes. IVA, Canada, mettre fin à la violence, est là pour réunir la voix collective de ceux qui travaillent dans le domaine anti-violence pour contrer la violence fondée sur le genre. Nous n'offrons pas de services directs aux survivants, mais nous travaillons au changement systémique à l'échelle pan-canadienne. Et depuis quelques années maintenant, nous travaillons sur ce projet, bâtir des soutiens pour le personnel du domaine de la violence fondée sur le genre. Et c'est financé par Femmes et Égalité des genres Canada. Et ça nous mène à étudier ces facteurs systémiques qui affectent le personnel du secteur et ce qu'on peut y faire. Voyons donc quels sont ces facteurs. Lorsque on étudie la chose, comme on l'a déjà mentionné, il y a des facteurs individuels, l'impact de l'exposition au traumatisme, Diane en a parlé, le traumatisme indirect, la lassitude, l'usure de compassion, les antécédents personnels de traumatisme. Souvent, les gens dirigent dans ce domaine de travail et ils ont des antécédents personnels aussi. Et donc, le réseau de soutien, s'il existe ou non, etc. Il y a aussi des facteurs organisationnels, des politiques, des procédures, de la culture organisationnelle, capacité de leadership, style de leadership, etc. Et tout ce qui crée donc la culture d'une organisation et qui affecte le bien-être des travailleurs et des travailleuses. Et puis, il y a les facteurs systémiques. On en a parlé. Les tendances du marché du travail, le travail qui est précaire, il y en a beaucoup dans ce domaine, du travail à court terme, donc à contrat. Il y a pas mal de perceptions diverses du travail, donc de soins et d'entraide. Il y a et de travail social. Il y a aussi les malentendus, les stéréotypes qui peuvent aussi avoir un effet sur le personnel et sur le bien-être. Et moi, je vais mettre l'accent aujourd'hui sur les facteurs systémiques parce que ceux-ci créent les conditions qui exacerbent les facteurs individuels et organisationnels ou qui permettent de les régler, certainement de les aborder. Alors, et le contexte dans lequel les personnes fonctionnent, c'est à la base, c'est les facteurs systémiques. Alors, d'abord, laissez-moi vous dire qu'on a mené un questionnaire sur le personnel du secteur de la VFG. Ça a été rempli par 420 personnes du secteur anti-violence et nous avons défini les personnes, le personnel comme étant toute personne dans le travail rémunérée ou non, l'expose régulièrement à des survivants ou à des auteurs de violences, de cette violence ou au récit de survivants et d'auteurs de violences fondées sur le genre ou de traumatisme, ou au traumatisme causé par cette violence. Alors, il y a donc des intervenants, des chercheurs-chercheuses, des éducateurs, éducatrices, des administrateurs, des des directions, etc. Tous ces gens-là ont fait l'objet du questionnaire. Et laissez-moi vous parler un peu des résultats. Et tout cela se trouve sur notre site web en passant. Pratiquement 40% des répondantes ont dit ont déclaré que l'exposition aux expériences traumatisantes d'autres personnes dans le cadre de travail avait un impact négatif sur leur santé mentale. 60% du personnel ont dit travailler à un rythme soutenu tout au long de la journée. Et 56% du personnel anti-violence, donc fondé sur le genre, se sent épuisé, souvent émotionnellement ou à bout de force à cause de ce travail. Donc, quant aux conditions de travail, une personne sur trois estime ne pas être rémunérée équitablement pour le travail accompli. Et nous savons que dans ce secteur, les salaires sont faibles, sont très modestes et que le travail n'est pas valorisé comme d'autres. Par exemple, en finance, en construction, en affaires.
et donc les salaires n'y sont pas. N'y sont pas. Une personne sur quatre travaillant dans le secteur VFG plutôt, craignent de se retrouver au chômage. Et il s'agit là des conditions précaires, de financement non stable, de financement qui donc est incertain, certainement pas à long terme, et les conséquences que cela peut vouloir dire. Par ailleurs, pour les PANDC, plus d'une personne sur trois craint de se retrouver au chômage. Donc, cela touche ces travailleurs et travailleuses davantage. Par ailleurs, nous savons qu'il y a beaucoup de force et de résilience dans ce domaine. Nous avons constaté que lorsqu'on soutient le personnel anti-violence, cela peut vraiment atténuer les effets négatifs du stress professionnel et aider le personnel à s'épanouir. Selon les personnes qui ont répondu au sondage. Et le personnel estime que donc avoir un sentiment positif quant à la création de changements au niveau individuel et social. Ce sont des gens qui sont engagés, qui veulent faire une différence et qui peuvent voir la différence qu'elles et elles apportent de manière individuelle et de manière sociétale également. Voici un document, une cartographie, qui se trouve aussi sur notre site Web, qui résume tous les autres rapports, études, documents, projets, initiatives au cours des 5 à 6 dernières années qui ont touché le bien-être du personnel en VFG et qui ont fait des recommandations sur ce qu'on pourrait faire pour améliorer les conditions de travail. Et nous avons donc réuni cela pour montrer le travail qui a déjà été effectué dans ce domaine. Et de tous ces documents, projets, rapports, nous avons identifié les recommandations qui en découlent. Et il y a tant de répétitions, de réitérations. Tout cela revient constamment. Par ailleurs, donc il y a 4 domaines d'action qui ont été identifiés. Donc, le secteur de la VFG doit bénéficier d'un financement annualisé conforme à celui des autres services publics, ainsi que de la parité des salaires, des avantages sociaux et des régimes de retraite avec les secteurs publics. Le personnel de ce domaine fait un travail semblable au personnel, par exemple, des commissions scolaires, des autres travailleurs en travail social et des autres fournisseurs de soins. Il faut donc défendre la parité des salaires ici. Ensuite, les organismes du secteur de la VFG doivent bénéficier d'un financement stable et permanent. Le permanent à court terme, selon les programmes, selon les contrats, n'assure pas donc un sentiment de bien-être et de certitude. Une stratégie exhaustive du personnel dans le secteur de la VFG est élaborée et porte sur le recrutement et le maintien en poste du personnel, les salaires équitables, le perfectionnement professionnel, le développement du leadership, l'équité et les initiatives de diversité, et cela devrait faire l'objet d'une stratégie en matière de main-d'œuvre. Et enfin, les préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail pour le personnel anti-violence doivent être reconnues, étudiées et traitées, y compris l'exposition au traumatisme et le manque de soutien approprié en santé mentale. Le traumatisme secondaire est un enjeu professionnel. C'est une difficulté, un problème que l'on voit partout au pays, dans tout le domaine, pour tout le personnel du domaine. Donc, nous avons mis de l'avant ce rapport pour le renforcement du personnel du secteur de la violence fondée sur le genre. C'est également accessible depuis notre site Web et ça contient tout ce dont je viens de parler, y compris des mesures à prendre pour aller de l'avant et aborder de manière systématique les conditions de travail dans le domaine. Certaines des mesures
souligner, d'abord, vise à créer une identité pour le personnel du secteur de la VFG et accroître la visibilité collective. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Et pourquoi notre travail est-il important? Donc, une réponse claire et percutante à ces questions. Évidemment, plusieurs membres du personnel connaissent ces réponses, mais il s'agit de les rendre plus visibles. Ensuite, renforcer la capacité collective à influencer les politiques des systèmes, les parties prenantes, les bailleurs de fonds, les décideurs politiques, et ainsi de suite. Nous devons avoir davantage, nous faire entendre davantage et pouvoir véritablement influencer les mesures prises par ces parties-là. Et ensuite, il faut pouvoir établir des éléments nécessaires à une stratégie de la main-d'œuvre pour l'ensemble du domaine. Et ces idées-là proviennent, en fait, de ce que nous avons entendu depuis bien des années par le personnel de ce secteur, c'est que personne ne sait qui nous sommes, ni ce que nous faisons. Les gens ne comprennent pas la violence fondée sur le genre, sa complexité, les difficultés que cela cause, les subtilités qui y sont attachées, et ainsi de suite. Et donc, les gens ne comprennent pas quel est le travail et s'ils ne le comprennent pas, ils ne le financeront pas. Pour donc l'avenir, il faut comprendre ce qu'on veut faire, quelles sont nos orientations. Nous voulons pouvoir utiliser un modèle et un outil visuel pour accroître la sensibilisation et la compréhension à l'égard du personnel du secteur et de ses besoins. Donc, on veut pouvoir informer, sensibiliser ceux qui sont à l'extérieur du secteur, les bailleurs de fonds, les partenaires, les autres professionnels avec lesquels on travaille, ils doivent pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, nous voulons recueillir des données et mener des recherches sur les questions liées au bien-être du personnel du secteur pour appuyer nos revendications, évidemment. Ensuite, nous voulons travailler avec le réseau du bien-être du personnel du secteur de la VFG, donc GBV Worker Wellness Network, qui est resté en contact avec le secteur dans son ensemble et faire avancer les travaux de façon collaborative. Donc, que ce soit un front commun afin de ne pas travailler de manière isolée en cloisonnement. Et nous allons créer une stratégie de la main-d'œuvre qui décrit les mesures à prendre et formule des recommandations pour régler les problèmes auxquels fait face le personnel du domaine. Et donc, où ça nous mène tout ça? Nous voulons certainement mettre de l'avant une vision, une main-d'œuvre robuste, résiliente et stable dans le domaine de la violence fondée sur le genre. Donc, ça ne va pas se passer d'un jour à l'autre, ça va prendre peut-être plusieurs années pour y arriver, mais comment cela pourrait se décliner? Ça voudrait dire qu'on aurait un financement adéquat et équitable, qu'on aurait les ressources nécessaires pour mener notre travail de front et bien le mener, ne pas avoir l'épuisement, ne pas avoir un financement sur 6 mois, d'avoir assez de soutien pour que le personnel se sente valorisé, qu'il sente que son travail est adéquatement rémunéré et donc valorisé. Cela voudrait dire également une infrastructure bien développée dans le secteur de la violence fondée sur le genre à l'échelle pan-canadienne pour pouvoir partager de l'information, les pratiques exemplaires, les données, avoir dans des stratégies de collecte de données partout dans le secteur afin de pouvoir donc avoir une meilleure vision de la chose et aussi avoir un profil professionnel solide de travail anti-violence afin que les gens puissent comprendre ce que l'on fait, les gens de l'extérieur puissent comprendre ce que l'on fait, que ce soit clair et valorisé. Donc, que peut-on faire? Comment peut-on contribuer? Alors, il y a quelques éléments qu'on peut donc envisager. Donc,
Bon, But we have to on talk parle about de it and think about it traumatisme and really think secondaire, about it. mais il It faut y is a penser systemic peut-être issue un that petit peu happens différemment. across C'est the un enjeu sector. It's systémique not just partout dans le something that secteur one pour singular person tous les membres du experiences in personnel. isolation. Donc, And they need to take more breaks and they need to go to a les gens yoga class finissent par or they need to s'épuiser, take doivent a prendre davantage de vacation. It's an pauses, issue doivent that's prendre des happening vacances. all over the Ce n'est pas une place. question individuelle, cependant. So we Ça need se to passe look partout. for the Il faut systemic donc nature in the que challenges that we are all facing nous, together as workers. And nous we also puissions need to repérer la engage in nature systémique des conversations défis to auxquels continually nous talk about faisons this, face et and participer à to des think about conversations well-being and sur la supports question, from an sur le organizational bien-être et les mesures standpoint, de from a soutien systemic et standpoint, réorienter not les just an conversations du individual point one. de vue systémique et non pas seulement And individuel. lastly, spread the word, Et both in en person as well parler, as online. donc I en invite you to follow us on social parler, media, suivre Eva like, Canada sur les share, médias comment, do sociaux, the social en media parler en thing. ligne, We need to be able donc to have these conversations aimer, in more partager, platforms. commenter ici et dans d'autres So groupes I will wrap it également. up here. Feel Je free to vais peruse our conclure website. You ici. can find all the Voici materials that I donc talked about l'information and much more sur notre in site the web Our où vous Work pourrez section trouver of our ce website. dont nous avons parlé et And encore I will pass it davantage. back to Et Margarita. je cède la parole à Margarita. Thank you so much for your Merci, presentation. merci beaucoup To hear the work that all of you pour are vos doing, and présentations. it's encouraging as well Donc, to hear and to think about c'est what's being charted encourageant as a vision for the d'entendre future and parler the de ce work que that vous you're faites, doing de la in each vision of your qu'on envisage regions. pour l'avenir et du So travail qui est fait dans chacune I de vos welcome all of us to qui est fait be dans on chacune de vos camera, régions. Alors, je and vous we'll accueille transition now ici into the Q&A period. We've received avec some une questions from the caméra audience. So activée. the Il y a des style for this questions Q&A period, we'll de ask the notre question and then auditoire. feel free. Maybe Alors, someone on wants va to take the simplement lead, or poser someone des might want questions to, et all sentez-vous three may bien want libre to respond. de So we have répondre two as we do have time for this Q&A l'une ou l'autre de segment. vous, donc afin So, de pouvoir passer au a segment question from the audience. questions-réponses. How do Une you question. recommend that we Comment celebrate milestones and recommander la successes célébration as de jalons nonprofits that serve et GBV de survivors réussite in the spirit auprès of collective joy as resistance du in an personnel effort to et reduce des burnout survivants and survivantes strengthen the movement? de la violence fondée sur le genre afin de renforcer le mouvement? Maybe I can start with that by responding to Peut-être that, and que then je Chris or pourrais me Jen, if you want to lancer. jump in. I would say celebration is such an important Je thing vous for dirais que la us to célébration do est d'une as importance workers and as capitale organizations, pour nous en tant que but also to think about personnel what et it is that we're membres celebrating. des organisations, And that it doesn't mais just il have faut to voir be that aussi ce que l'on we saw veut 100 célébrer. clients this year. Il ne That's s'agit great. pas de Let's dire nous celebrate avons that. vu 100 clients It cette could année, also be things formidable, as simple as, célébrons we've ça. been working Mais ça together peut as a être team aussi de for a dire year. nous travaillons ensemble And been doing depuis it well. 1 an We en did tant something qu'équipe really new et and vraiment really different on with a this vraiment particular client, this été particular situation, formidable. this Et particular on a case, réussi, par and it exemple, dans un worked really cas, dans well. ce cas-là, pour cette I think we need personne, to à vraiment resist the l'aider. traditional Donc, ideas il that faut we've been résister taught les idées about just traditionnelles more is better, que more numbers is davantage c'est better, mieux, more les clients is chiffres, le better, plus il y a de chiffres, le mieux but c'est, also make sure that we're mais aussi celebrating quality célébrer la rather than just qualité quantity, et donc and pas celebrating seulement la ourselves and quantité. our Et resilience nous célébrer in nous-mêmes addition et to notre the work that we do. résilience en plus du travail que l'on mène. Thank you, Samantha. That's a good Merci beaucoup, reminder. Samantha. C'est un bon rappel. Any others Y want a-t-il to also d'autres share points de vue a response aussi to this que l'on question? pourrait vouloir Yeah, just to donc build exprimer? on what Oui, Sam was sharing, simplement in pour one of the key, revenir à ce que there were Sam 5 key disait, themes il across y a our research 5 that came up thèmes through clés dans both the notre recherche quantitative and qualitative qui ont data, été and one of déclinés them par notre was donnée, nos données appreciation and quantitatives connection. et And going qualitatives. beyond, L'appréciation et yes, les how liens many people did qui we sont serve and créés all of those numbers, but sont d'une really getting importance to the heart capitale en of plus que en celebrating plus des each chiffres, other, évidemment, and even mais la getting to know célébration what other folks donc in the commune organization are et doing. Sometimes et we're kind of aussi siloed off doing partager our own de thing, l'information so sur ce que les it's nice autres to, font dans les autres be able to organismes, connect les autres and have a better groupes, sense of what folks euh, are working on. pour And avoir une so some meilleure of the idée examples des we liens qu'on peut heard of in créer et our du travail qui study est were like mené Star ailleurs. of the Par Month or Staff exemple, of the Month, where on a someone is highlighted donc as, their pensé à the work they're donc doing and souligner some une of their personne comme étant learnings la and lessons personne learned, as du well as mois. some of their Quelles ont successes été in that donc work les that they're leçons doing. apprises par cette personne et And les réussites some qu'elle folks a talked about also atteint. like Et on a nominating a aussi colleague parlé de la for nomination their de outstanding collègues work. So just pour kind leur of travail, giving folks some donc recognition remarquable, and donc giving afin de that kind of donner une recognition of reconnaissance
aux personnes et aux équipes pour bien souligner le fait que ce travail est difficile, réalisé dans un contexte difficile et ça fait partie du soutien collectif. Bon, moi, j'aimerais parler du travail que l'on fait avec les clients parce que à la VSNB, nos conseillères et nos intervenantes doivent respecter les règles de confidentialité. Parfois, elles ne peuvent rien partager. Mais lorsqu'elles ont l'autorisation de le faire, et parfois c'est le cas, nous aurons des clientes qui vont dire, pouvez-vous dire aux autres membres du personnel ce qui suit? Alors, lorsqu'on a ces moments où on peut entendre directement de la part des survivantes, l'impact est vraiment significatif pour le reste de l'équipe qui pourrait travailler au sein du système. Par exemple, je pense aux gens qui travaillent dans le système de justice, qui travaillent avec les policiers et les procureurs. Nous travaillons afin d'offrir des approches tenant compte des traumatismes. Alors, lorsqu'une cliente nous dit que son expérience dans le système de justice ou avec un policier ou une policière a été enrichissante, elle s'est sentie qu'on l'écoutait, eh bien, cela soutient les gens qui travaillent dans le domaine parce que parfois, ils ont l'impression de travailler tout simplement et ne savent pas s'ils sont en train d'effectuer un changement. Alors, nos conseillères sont vraiment formidables lorsqu'il s'agit de parler de ses victoires, de raconter ses histoires. Et aussi, il y a certains divertissements. Ce qu'on a, c'est un canal dans notre Teams qui s'appelle toutes sortes de non-sens. Ce sont des mimes, des souhaits d'anniversaire, des salutations des autres, et parfois c'est vraiment comique. Mais c'est vraiment important de voir qu'on peut ressentir de la joie dans ce travail. Et c'était sur une des diapos. Vicki Reynolds parle du besoin de ressentir de la joie quand on fait ce travail. Sinon, personne ne va vouloir se joindre à nous. Alors, voilà certaines des choses que nous faisons chez nous. Merci. Vous partagez d'excellents exemples. Il y a certaines questions qui parlent de choses qui se passeraient au niveau organisationnel ou du travail avec les leaders organisationnels. Alors, il y a une question pour vous trois qui demande comment parler du traumatisme indirect en tant que préoccupation en matière de santé et de sécurité au travail, alors que le leadership pourrait dire, et ça fait partie du travail, tout simplement. Alors, comment le cadrer pour que, et souvent on nous dit qu'il faut faire des autosoins. Alors, comment est-ce qu'on peut recadrer cette question ou aborder la question différemment pour qu'on soit en fait entendu? Bon, je vais me lancer, Dijon, parce que cela fait partie intégrante d'un des ateliers que l'on présente. C'est très difficile parce que si vous n'avez pas l'adoption au niveau du leadership ou du conseil d'administration, eh bien, souvent, ce sont les travailleuses de première ligne qui ressentent les impacts et qui disent, voilà ce qui se passe. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je peux vous dire que ce que nous faisons à la VSNB, c'est lorsqu'on est sous-traité pour mener un atelier, moi, je ne mènerai pas l'atelier si les leaders ne se trouvent pas dans la salle. Parce que si je donne cet atelier, eh bien, la plupart du temps, s'il n'y a pas de responsable présent, c'est frustrant. Et ce n'est pas avec les premières lignes, c'est le fait que les dirigeants ne se trouvent pas dans la salle. Alors, il est important que les dirigeants participent à une certaine forme de formation, d'orientation pour atténuer certains des impacts mentionnés par Sam. Par exemple, penser à l'épuisement professionnel, à l'usure de compassion. C'est essentiel. Et si on n'a pas cette adoption de la part du leadership qui ne participe pas aux ateliers, par exemple, eh bien, je pense qu'on a parlé de solidarité et de l'importance de la solidarité au sein des équipes, c'est-à-dire vous et deux de vos collègues travailler ensemble en solidarité pour vous appuyer. Voilà comment débutent les mouvements. Ce sont de tout petits groupes qui travaillent, qui commencent lentement, qui effectuent des changements, qui s'expriment et qui travaillent en solidarité. Mais la formation au niveau du leadership, à mon avis, c'est essentiel. C'est vraiment la première étape. J'ai un ajout, dit Samantha. Oui, le leadership vraiment doit être d'accord. Il doit s'impliquer, s'engager dans ses efforts
afin de bien réagir aux besoins du personnel. C'est tellement difficile si on est membre du personnel et qu'on a l'impression que le leadership ne reconnaît pas l'importance des traumatismes indirects et ne reconnaît pas qu'ils se produisent en milieu de travail. Alors, il y a des réactions au traumatisme indirect, mais ensuite, il y a la prévention. Et je pense qu'on ne s'efforce pas suffisamment de prévenir ces traumatismes indirects. On peut en fait les prévenir activement. Comment? Eh bien, en contactant régulièrement les gens, avec la supervision, avec les débriefages après des incidents difficiles, en s'assurant d'avoir ce soutien en milieu de travail pour pouvoir s'appuyer sur les autres lorsqu'on a besoin de faire un débriefage. On doit pouvoir dire, mes cas maintenant, ils sont très difficiles, je ne peux plus en prendre qui sont semblables. Le fait de pouvoir faire ces choses, d'établir ces limites, ceci nous aide à maintenir notre santé mentale et émotionnelle. Et cela peut vraiment empêcher le traumatisme indirect d'envahir notre espace émotionnel. Alors, il faut s'assurer de faire ces efforts de prévention et pas simplement de dire, OK, maintenant, ça s'est produit et il faut le gérer. Le leadership doit le prendre au sérieux. Il y a 2 rapports à l'échelle nationale qui documentent les traumatismes indirects, vicariants et le lien avec la santé mentale des travailleurs et travailleuses et que cela a un impact sur la rétention. Il y a des intervenants avec qui on a passé beaucoup de temps en formation, qu'on a passé beaucoup de temps à former. Il y a ces travailleuses sont des travailleuses féministes et c'est un problème qui coûte cher. Le recrutement, ça prend du temps, ça prend des ressources. Et de plus, on perd ses connaissances institutionnelles et on perd quelqu'un de la communauté. Alors, il faut réfléchir à la culture qu'on veut créer. Et Jen parlait du pouvoir collectif. Pourquoi est-ce que les syndicats sont puissants au milieu de travail? C'est sûr que c'est différent au milieu d'organismes à but non lucratif, mais lorsque les travailleurs peuvent se regrouper et parler ouvertement de leurs problèmes et interagir avec le leadership au sujet de ses préoccupations, il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui peuvent se produire. Le deuxième thème de l'étude, c'était la communication solide avec la gestion, la direction et le leadership, le fait de pouvoir avoir ces conversations de façon ouverte plutôt que d'essayer de gérer ses préoccupations individuellement, parce que cela a un impact sur tout le monde, sur tout l'écosystème d'un organisme. S'il y a des travailleurs qui souffrent, on va les perdre. Bon, il y a une façon d'avoir ces conversations, de se regrouper pour avoir ces conversations qui sont importantes pour le bien-être de tout un chacun en milieu de travail. Merci. On a parlé de l'identité du secteur et de l'organisation au sein du secteur. Eh bien, il y a quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on peut équilibrer certains de ses besoins et ce qu'on a présenté aujourd'hui et qui pourrait nécessiter la création d'une identité plus solide et même le classement professionnel. Et on sait que cela pourrait exclure des gens et que ça ne deviendrait pas accessible à certaines personnes qui travaillent déjà dans le domaine. Alors, comment faire? I feel like I'm starting a lot, but I guess I'll say, professionalization has been a big La professionnalisation, ça a été un sujet de discussion assez prévalent. Il est difficile d'équilibrer 2 choses. D'une part, la reconnaissance de l'expertise professionnelle que possèdent plusieurs des personnes dans le domaine peut, grâce à leur éducation, leurs antécédents, leur expérience en milieu de travail, et d'autre part, l'expérience vécue des gens qui arrivent au travail avec cette expérience vécue qui est très utile. Et parfois, on perçoit ces gens comme n'étant pas professionnels. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut négocier dans le secteur, le fait de pouvoir valoriser ces 2 éléments, parce que les 2 sont utiles. J'ai un ajout en lien avec la dernière question. Nous avons de l'expertise professionnelle en grand nombre dans ce domaine que nous perdons, comme Chris l'a mentionné.
Et la quantité de ressources, de temps, d'efforts et d'énergie qu'il faut déployer pour remplacer les gens, pour continuer à embaucher les gens parce ils s'épuisent et quittent leur poste. Si on pouvait investir ces ressources et ce temps plutôt au développement du personnel, à son perfectionnement professionnel, à son maintien en poste, à les aider à vraiment croître en poste de la façon que ces gens veulent le faire, je pense que on serait mieux situé, c'est sûr. I'll move us, if the others, we can move on to some other questions as Bon, on well peut from the passer à d'autres audience. questions. So there's a question here that many GBV shelters have Il y a une specific question ici. criteria Plusieurs for maisons hiring d'hébergement certain ont des frontline staff critères pour positions embaucher that des travailleurs, have only travailleuses de worked première in ligne shelters. Are qui ont there uniquement travaillé en orientation maison workshops d'hébergement. for Y these a-t-il des people ateliers interested in d'orientation working pour in les gens qui GBV shelters s'intéressent à so ce they genre can de obtain travail knowledge and pour training qu'ils puissent that obtenir les is connaissances et la recognized as formation valuable nécessaires et with reconnues? GBV organizations? So we Y think a-t-il des about, formations some offertes may par have les organismes trauma-informed training, de but not in GBV shelters. VFG? Il y a des gens Is qui this ont something certaines that formations, mais people pas are d'autres. Alors, considering or as part of that training of the sector? où est-ce qu'on pourrait trouver ces formations et qu'est-ce qui est envisagé dans le secteur? I'm not sure if the individual meant like before Je they're ne sais pas hired si la on. personne voulait dire avant Might be l'embauche, interested in working in the c'est-à-dire shelter. vous Here's pourriez some vous things to intéresser à know. travailler dans une maison d'hébergement. Voilà ce que vous devez What I savoir. can say is that for SVNB, Alors, moi, je peux vous dire que pour la with VSNB, our volunteers who work on our avec support nos line and bénévoles with qui any travaillent la staff ligne who begin their d'assistance et career notre with personnel de SVNB, soutien qui entame sa a carrière, large part of the orientation une process grande is partie du processus understanding the d'orientation, impacts c'est of de this work. comprendre les impacts de ce travail. We call it pathways to support. On And appelle so cela les as voies vers le they're soutien. coming on board and Alors, learning lorsqu'une about working personne at est SVNB, we intégrée et are qu'elle talking apprend about comment se fait le the travail à la potential, VSBN, nous parlons du potentiel the impacts that this work can et des have. impacts potentiels de And ce travail. we want to talk about the fact that you are going to be impacted by this Nous work. voulons parler du fait que vous allez être impacté par ce travail. Vous savez, on ne peut pas marcher dans l'eau sans se mouiller. Alors, ce travail va avoir un impact sur vous et il y a certaines choses que l'on peut faire en tant qu'organisme et que vous pouvez faire en tant qu'équipe et en tant qu'individu pour atténuer ces impacts afin que les gens puissent rester en poste. Alors, cela fait partie de notre processus d'intégration. Nous voulons être transparents et